Alors, si on regarde le transport public, l'impact a été majeur, évidemment, puisqu'on a vu les gens ont été euh, demandés de rester à la maison. Donc, pendant le lockdown, on est descendu jusqu'à 10% d'occupation normale de nos véhicules. Donc, ça a D'accord. descendu très, très bas. Si on regarde l'impact sur 2020, c'est à peu près une diminution du nombre de passagers quasi divisé par deux sur toute l'année. Donc, ça a un impact majeur. Maintenant, on est en retour ici aux alentours entre 70 et 80% en termes D'accord. de retour à l'occupation. Donc, impact, vous dire, sur business majeur sur l'utilisation des transports en commun. Maintenant, ce qu'on a vu aussi, c'est que en tant que responsable de la mobilité alternative de Bruxelles, c'était important pour nous de garder l'ensemble du service. Donc, on n'a jamais diminué, malgré le fait qu'il y avait beaucoup moins de gens, on n'a jamais diminué l'offre de service. On voudrait à terme, donc ici, Oui. il y a un objectif qui était chiffré, Oui. c'est 2030, 76% des déplacements à Bruxelles, on voudrait qu'ils se fassent, je vérifie si c'est bien, si je ne dis pas de bêtises par rapport aux chiffres en question ici, c'est bien 76% D'accord. des déplacements dans la ville, on voudrait qu'ils se fassent à travers transport public ou d'autres moyens alternatifs à la voiture. C'est le vélo, la trottinette ou autres, les scooters et autres. Donc, D'accord. 76%. Donc, c'est vraiment ces C'est trois énorme. quarts. On voudrait bien. La communauté régionale, c'est que trois quarts des déplacements à l'intérieur de Bruxelles se fassent sur base de transport alternatif à la voiture. Aujourd'hui, on en a à peu près à la moitié, je pense, quelque chose comme ça, d'ici 2030. Donc, il y a vraiment grosse ambition. Donc, derrière ça, Oui. on travaille sur deux grands axes. Le premier, c'est d'augmenter l'offre, Oui. donc c'est-à-dire plus de véhicules, donc c'est acheter plus de métros. C'est une ligne de métro supplémentaire aussi. Acheter des nouveaux métros pour pouvoir augmenter la fréquence pendant les heures de pointe. Augmenter des trams et mettre en service de nouvelles lignes de tram. Donc, chaque année, il y a des X kilomètres de voies supplémentaires qui sont réalisées dans Bruxelles. Et la transformation bus, elle est encore plus grande. Non seulement il y a plus de services bus, mais en plus, on veut l'électrifier aussi à l'horizon à peu près 2030. Alors, je ne connais pas tout à fait les timings associés au remplacement de l'ensemble de la flotte, mais il y a aussi une volonté de ne plus avoir ces gros bus diesel qui font qui émettent du bruit et des particules fines, même si, bon, on connaît que les dernières versions de moteurs diesel sont quand même bien mieux, il n'y a plus ces nuages noirs comme il y avait à l'époque. Mais Oui, bon, oui. il y a une volonté d'électrifier les bus. Ce qui représente un challenge énorme, parce que si vous échangez des bus diesel par des bus électriques, un bus diesel, ça fait 800 km en une journée. On fait le plein le matin, le chauffeur, le bus, il peut faire tout son service sans devoir retourner au dépôt. Les bus électriques, surtout Bruxelles, parce que ça monte et ça descend, Oui. c'est fort. Enfin, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de venir à Je suis déjà Bruxelles. venu plusieurs fois. Donc ça veut dire que, en termes de consommation électrique, c'est vraiment très, très demandant. Ce qui veut dire que ça a un impact aussi opérationnel, dans le sens où on ne peut plus juste mettre le chauffeur derrière le volant. Il faut aussi Oui. prévoir qu'il va devoir au dépôt, rentrer au dépôt, recharger au terminus. Enfin, il y a différentes méthodes parce que les capacités de batterie ne sont pas suffisamment développées pour pouvoir le faire. Et l'idée, l'ambition, qui est quand même très ambitieuse, il faut quand même le reconnaître, c'est une entité publique comme la STIB soit capable de fédérer et d'animer un écosystème de telle manière à amener des investissements privés, à fournir des solutions de mobilité qui soient facilement accessibles et qui sont pilotées par la région pour éviter un peu ce qu'on connaît avec les trottinettes, par exemple, qui peuvent se mettre partout et n'importe comment. Bon, tout ça, c'est de créer un cadre à cette partie-là. Et ça, c'est vraiment ce concept de mobility as a service. Donc, côté utilisateur, c'est l'expérience facilitée de l'accès à partout. Il ne faut pas créer un compte chez Bolt, chez Lime, chez, je ne sais pas moi, Cambio, Poppy. Enfin, tout ça, elle se fait avec un seul compte qui va après donner accès à toute une forme de mobilité. Donc, c'est la Donc, on va dire à peu près le Netflix du transport, à peu près. À peu près, oui, comme ça, ou l'Amazon du transport, c'est Amazon. La solution intégrée, facile. Et donc, ça veut dire qu'avec ça aussi, on veut garder le lien direct avec l'utilisateur. C'est pour ça qu'on investit dans nos applications mobiles, qu'on investit dans tout ce qui est relation digitale avec le client. Et donc, ça, c'est le grand challenge qui est la vision à terme de quelque part la nouvelle nature de l'outil politique de transport public.
On est vraiment dans une nouvelle génération d'outils. Alors là, je parle vraiment de la vision à terme parce que tout le monde n'a pas cette compréhension et ce degré de maturité au sein, que ce soit du monde politique ou même au sein de l'organisation. Mais c'est vraiment une transformation majeure. Et entre ce nouveau monde dont je parle ici, l'augmentation de l'offre avec plus de véhicules, avec de la formation, par exemple, on a beaucoup analysé le taux d'utilisation des véhicules pour pouvoir dire aux gens, le véhicule ici, il est plus ou moins rempli en fonction de l'heure, de l'endroit et ce genre de choses. D'accord. Ce qu'on veut faire, c'est à terme, c'est de mettre à disposition en temps réel en disant, écoutez, voilà, ce bus-ci est rempli, mais le suivant qui arrive dans 10 minutes, il est complètement vide. Et donc, si vous voulez, mettez-vous, attendez le prochain véhicule, comme ça, vous aurez un peu plus de place. Donc, vraiment de donner de l'information quasi en temps réel, c'est le but à terme, en temps réel, de la disponibilité des véhicules et de la place qui est dans les différents véhicules. Comme ça, si les gens sont un peu plus préoccupés, ils peuvent dire, moi, je vais aller plutôt à un autre moment où il y a plus de place dans les véhicules. Alors, à ton avis, quel sera l'avenir du transport dans les années à venir? Si du transport public ou du transport de manière globale? Public et privé, en fait. Pour toi, le transport, en 2030, ça sera comment? Qu'est-ce qui va émerger? Ce qui va émerger, je pense, c'est une génération de services qui va faire que il va se passer deux choses. Il y a deux tendances. Il y a l'aspect de disponibilité de services de qualité qui vont être de plus en plus présents. D'accord. Et derrière, il va y avoir une pression à travers la diminution des routes et de l'espace alloué à l'auto. Et donc, on va avoir une ville où la pression sur l'automobiliste des voitures, sur les conditions de vie dans la ville, va diminuer de manière assez importante. Ça, j'y crois. Maintenant, après, c'est des décisions politiques. Hein. Il faut voir si, en fonction des différentes élections, si les gens vont garder la même ambition. En tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en même temps qu'il y a de gros investissements pour plus de services publics, on diminue le nombre de voies disponibles pour les voitures. Donc, on a typiquement une rue à Bruxelles qui s'appelle la rue de la Loi, qui est très connue. Et il y avait 5 bandes il y a 15 ans. Maintenant, il n'y en a plus que 3. Et c'est un axe principal qui rentre dans la ville. Donc, il y a vraiment un remodelage de la ville, une réappropriation, une quantité de pistes cyclables. On voit d'ailleurs le nombre de cyclistes explose dans la ville. Et donc, une mise à disposition de moyens de se déplacer qui soient beaucoup plus doux. Et donc, quelque part, une amélioration de la qualité de l'air, du bruit et quelque part, de la qualité de vie dans la ville qui devrait être impactée de manière assez importante. On voit aussi des zones piétonnières qui émergent. Ça a créé énormément de remous et on voit maintenant que c'est en train vraiment de sortir de cette phase de crise. Donc, il y a vraiment une réhumanisation de la ville et de l'endroit qui n'est pas un endroit de mouvement des voitures, mais qui est un endroit de vie pour les gens.